In Prima sur Alta Frequenza, tous les jours à 8h30. Bonjour à tous, bienvenue dans In Prima. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Anouk. Alors aujourd'hui et toute la semaine, je reçois Jean-Pierre Lovig pour parler avec lui de son polar publié aux éditions Encre Latine et qui s'intitule Porte ouverte. Porte ouverte, Jean-Pierre, j'ai envie d'abord de te demander tout de suite de nous parler de ce titre, puisque le titre dit beaucoup. Un titre qui s'accompagne d'une image de couverture, très belle couverture d'ailleurs, bon, tu pourras nous dire un mot aussi, sur laquelle on voit donc une porte entrebâillée, justement. Alors explique-nous un petit peu ce titre. Effectivement, alors le titre Porte ouverte, c'est peut-être le seul élément qui a un rapport avec ma vie personnelle et réellement qui se soit réellement produit dans ma vie dans la vie réelle et qui m'a inspiré un petit peu le bouquin, puisque c'était dans un appartement dans lequel je vivais à Paris où la porte restait ouverte alors que je pensais l'avoir fermée et que régulièrement souvent la nuit d'ailleurs elle s'ouvrait toute seule et à chaque fois, ça produisait quand même un petit effet, un petit effet anxiogène en se disant, tiens, la porte s'ouvre, est-ce que quelqu'un est en train de la pousser, est-ce que quelqu'un est en train de rentrer? Et puis je me suis interrogé à partir de ça, pourquoi est-ce que systématiquement, finalement, on imagine le pire sur un événement qui est finalement anodin, puisque c'est juste une porte qui reste ouverte alors qu'on pensait l'avoir fermée. Et qu'immédiatement on part un petit peu dans un délire parano, en imaginant le pire, avec quelqu'un qui viendrait pour vous tuer. Et c'est parti un petit peu de ça. C'est parti un petit peu de ça. Donc d'une angoisse personnelle, mais surtout en fait, ce que tu nous dis, c'est que tu t'es interrogé sur le bien fondé de cette angoisse. Et sur ce qui t'intéressait, c'est pas tant l'angoisse elle-même que mais pourquoi Oui, tout à fait, c'est ça. C'est pourquoi, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, finalement, moi, en tant qu'individu, lorsque je suis soumis, on va dire, à ce petit stress, j'imagine immédiatement le pire. D'ailleurs, à un moment dans le livre, je dis « j'imagine » et en un mot, finalement, voilà. Et là-dessus, c'est une réflexion sur effectivement la société dans laquelle on vit, qui est très anxiogène, par le contexte médiatique, de par toute l'ambiance un petit peu qui pèse. Et aujourd'hui, on est à nouveau confronté à une période un peu difficile de ce point de vue-là. Tout à fait. Mais ceci dit, ce que tu nous dis aussi, c'est qu'au départ, ce que tu sembles nous dire dans ce livre, on ne va pas trop en dévoiler, évidemment, c'est un polar, mais ce que tu sembles nous dire dans ce livre, c'est aussi que le fait d'appréhender, le fait d'être dans l'angoisse et l'inquiétude, finalement, peut être un déclencheur de catastrophe et va en fait renforcer, c'est-à-dire que ce n'est pas appréhender, ce n'est pas se protéger, ce n'est pas se garantir contre le danger, mais au contraire, c'est rentrer dans une spirale, dans une logique du danger et dans une escalade possible. Voilà, tout à fait. C'est exactement ça, c'est rentrer dans une logique un peu parano. Bon, ça, c'est pas d'une grande originalité dans le sens où aujourd'hui on sait qu'on construit quand même des sociétés sur la peur, beaucoup. Le message médiatique, politique, et certains en font leur fonds de commerce. Bien sûr. Sur la peur, sur l'angoisse, la peur de l'autre notamment. Et c'est aussi cette idée que j'ai travaillée, pourquoi l'autre aujourd'hui se présenterait forcément comme une menace. Et un petit peu la porte, c'est aussi l'idée de frontière. C'est vrai que dans ma tête, après, ça m'a amené à m'interroger sur les frontières. On parlera bien sûr de cette relation à l'altérité qui est très importante dans ton livre. Pour aujourd'hui et pour rester sur cette affaire quand même de porte, j'avais quand même envie de te parler aussi de destin, parce que il y a quelque chose dans ton roman. Comme c'est ainsi que je l'ai présenté dans ma chronique, j'ai employé le mot de tragédie. Il y a un rapport à la tragédie, on a l'impression d'un destin. Donc, est-ce que finalement, cette porte ouverte a été le signal de départ de quelque chose, ou est-ce que c'était évitable? Est-ce qu'il y avait moyen d'éviter ça, ou est-ce qu'on est dans une logique un petit peu tragique? Le destin des personnages n'était-il pas d'en arriver là et d'en arriver à la catastrophe? Si ça n'avait pas été la porte, est-ce que ça n'aurait pas été la fenêtre? Alors ça, c'est une question toujours sur la tragédie. Le destin, c'est effectivement l'alternative au libre arbitre, un petit peu l'alternative à des choix raisonnés qu'on peut faire, et au fait que finalement, si on essaye de se comporter de façon rationnelle, toujours juste, on ne va jamais arriver à avoir de problème.
Mais l'alternative, c'est qu'effectivement, on aurait ce destin qui pèse sur nous déterminé depuis le début et qu'on ne peut pas y échapper. C'est ça qui est très paradoxal, c'est que tu, à la fois, je ne te soupçonne pas de raisonner comme ça au quotidien, et en même temps, ton livre est construit comme ça. Tu as un travail de montage dans lequel on aboutit par un jeu comme ça de coïncidence, à quelque chose qui semble inéluctable. Personne ne peut rien faire. C'est-à-dire que moi, je suis à la fois assez cartésien, effectivement, mais dans la morale cartésienne, même dans la morale cartésienne, il y a cette espèce de morale provisoire où Descartes dit qu'on ne peut pas, par exemple, savoir de façon certaine à chaque instant de sa vie quel est le bon choix. Et on ne peut pas avoir le temps, surtout parce que construire sa philosophie, la philosophie cartésienne qui est construite sur le doute, sur le raisonnement, sur la raison, sur la prééminence de la raison, finalement même par rapport aux émotions et qui pourrait laisser penser qu'on pourrait toujours connaître la vérité, mais il faut se donner le temps de connaître la vérité. Et en réalité, il est le premier à dire que dans la vie quotidienne, on n'a pas le temps matériel de s'interroger toujours, de savoir si on fait le bon choix, d'attendre d'être sûr d'avoir la vérité pour agir. Donc il y a la morale provisoire. Donc ton polar n'est peut-être pas si cartésien que ça. C'est ce que nous allons voir cette semaine. Ou peut-être justement, peut-être très cartésien, dans le sens où dans la morale provisoire, il y a la possibilité de se tromper. Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble toute la semaine. J'aurai le plaisir de te retrouver demain. C'est fini pour aujourd'hui, In Prime, et je vous dis à demain. Merci. In Prime sur Alta Frequenz, tous les jours à 8h30. In Prime sur Alta Frequenz, tous les jours à 8h30. Bonjour et bienvenue dans In Prime. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Anouk. Aujourd'hui et toute la semaine, je reçois Jean-Pierre Lovig dans In Prime pour son roman Porte ouverte, un polar paru aux éditions Encre Latine. Nous avons vu hier déjà que au départ de cette intrigue, de cette série de catastrophes, il y a une porte ouverte, une porte dont on pensait qu'elle ne l'était pas, et que des personnages vont se retrouver piégés finalement, vont se retrouver pris dans une spirale. Alors s'agit-il de destin ou est-ce peut-être qu'ils ont d'une pulsion personnelle? Qu'est-ce qui les a menés là? C'est ce dont on va parler un petit peu aujourd'hui. On va parler de ces personnages, deux familles issues de deux communautés. Est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu? En fait, ce sont des personnages, effectivement, deux familles, voire même quatre en réalité, puisque chaque personne, au départ, a justement peut-être son destin qui est tracé, c'est-à-dire on a Lésia qui est une jeune Corse très engagée, très attachée à son île et qui, elle, n'imagine pas du tout au départ sa vie ailleurs qu'en Corse. On a Orsanto qui, lui, par contre, est un jeune Corse qui a grandi sur le continent, qui a des ambitions professionnelles, qui voit sa vie d'abord peut-être à travers un prisme professionnel, puis qui fait un passage en Corse et qui va revenir sur le continent en embarquant Lésia. Et donc ça, c'est aussi la rencontre et ce qu'il peut y avoir derrière la rencontre. Après, on a Chloé, qui est une jeune militante parisienne, qui, elle, vient de la province vers Paris comme un vrai choix, parce que Paris, pour elle, c'est aussi la ville de la liberté, de l'engagement, de la politique, avec la commune, avec des références un peu révolutionnaires, qui va être engagée dans des ONG, dans des mouvements politiques, et qui va rencontrer aussi Aziz, un peu par hasard, sur le marché, justement, au moment où elle fait des tracts, et Aziz, qui est un jeune beurre qui est des banlieues, mais c'est un jeune beurre qui a envie de s'en sortir, qui travaille, qui est dans une famille très soudée, qui justement est une espèce de destin aussi là où qui incarne une espèce de réussite du modèle d'intégration par l'école, par les études. Mais une réussite qui questionne, parce que l'intégration jusqu'où? Alors ce qui se passe donc en effet à travers ces histoires qui se croisent, le point commun, on le comprend bien, le point commun c'est le rapport un petit peu à l'exil, à la migration, alors on peut l'appeler comme on veut, mais le fait est que tous ces gens se retrouvent à Paris alors qu'aucun d'eux n'en était originaire, si on veut, donc on a d'une part des migrants, alors certains pour nous chasser, ne cherchent pas tous la même chose à Paris, mais tous sont à Paris, et plus ou moins volontaires, et même pour ceux qui ont voulu cette migration et qui la vivent aussi positivement que possible, en effet, cette famille marocaine, je crois, est bien intégrée, mais se pose des questions. Jusqu'où aller? Par exemple, le fait que le fils fréquente une jeune fille qui n'est pas tout à fait du même milieu, ça
Oui, ça interpelle parce que là aussi, c'est aussi le poids de la tradition, quelque part, que j'ai voulu aussi un petit peu interroger à travers cette famille qui est marocaine, mais qui pourrait très bien être corse. Et d'ailleurs, il y a plein de similitudes entre les deux, et je ne l'ai pas pensé spécifiquement marocaine, elle aurait pu, par certains côtés... Il y a des quantités de parallèles, il y a des Ouais. quantités de questionnements sur rester soi-même tout en étant ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on est perçu par les autres aussi. Ces questions d'identité parcourent vraiment ton livre. Oui, tout à fait, parce que quand Aziz est en vadrouille, ses parents sont inquiets, parce qu'à un moment donné, on sait qu'il peut y avoir des dangers, ils savent qu'il y a des dangers du fait de son appartenance à une communauté danger du regard des autres, mais danger aussi que lui tourne mal. Voilà, danger aussi du risque qu'il y a même si c'est pas un livre de sociologie, puis je veux pas rentrer dans la caricature de la banlieue égale danger, mais c'est vrai que certaines cités, et notamment les cités où habite Aziz, pour y avoir vécu aussi, je sais comment ça se passe parce que très jeune. Oui, non, il y a aucune caricature, dans ton livre, évidemment. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tu explores cette tension de communauté et communautarisme. On a trop vite fait d'associer l'idée de communautarisme seulement à un danger, mais il y a aussi l'envie de rester soi-même. On le voit par exemple, en effet, avec Lésia qui va se ressourcer en essayant de chercher dans des bars corses un petit peu de son île. Donc il y a l'envie de rester soi, de rester attaché à des choses, la tradition, etc. Et puis en même temps, le danger de se perdre, l'idée aussi que les autres ne nous laisseront jamais être autre chose que ce que nous sommes. Enfin, tout ça est assez compliqué et source de beaucoup de tension quand même. Ouais, c'est la caricature. Je crois que le danger de l'entre-soi, c'est aussi à partir du moment où on ressemble trop à la caricature que les autres ont de vous-même, en fait. C'est aussi ça. Et ça, pour l'avoir vécu un petit peu, c'est jusqu'où on va s'identifier à un modèle ou à une et en quoi ce modèle n'est pas souvent une simple caricature et qu'on va jouer ou interpréter des rôles. C'est un petit peu ce qui se passe dans les soirées, ce que je décris un petit peu dans les soirées corse parisiennes. C'est-à-dire qu'on retrouve dans ces soirées-là une corsitude très marquée, très forte, des fois qui pouvait donner l'impression d'être presque surjoué, avec des liens de solidarité qu'il y a là-bas quand on est justement entre nous, qu'on ne retrouve pas forcément ici, puisque là on est tous sur l'île, et qu'effectivement on a plus ce même lien, y compris peut-être tissé dans l'identité, parce que c'est une identité qui est rapportée, qu'on veut vivre, qu'on veut protéger, défensive. Qu'on veut défensive. Voilà. D'accord, on va parler donc de cette manière de se défendre et des autres dans ton livre. Je rappelle que bien sûr vous pouvez retrouver toutes les émissions de la semaine sur notre site internet. Merci Jean-Pierre, je te dis à demain. Merci beaucoup. In Prima sur Alta Frequenz, tous les jours à 8h30. Bonjour, bienvenue dans In Prime. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Anouk. Aujourd'hui, toute la semaine, je reçois Jean-Pierre Lovig pour parler de son roman Porte ouverte, paru aux éditions Encre Latine. Jean-Pierre, nous avons parlé hier donc de tes personnages. Nous avons dit qu'ils vivaient tous donc à Paris, mais étant originaires d'ailleurs, certains originaires de Corse, d'autres du Maroc, la jeune Chloé aussi de province. Tous sont venus à Paris, tous se retrouvent à Paris pour différentes raisons. Et c'est là donc que va se tisser ce drame qui va les réunir, mais pas vraiment dans la joie. Alors c'est quand même un roman noir. Oui, c'est un roman noir. Oui, disons. Alors, au départ, des trajectoires qui n'étaient pas spécialement sombres, bien qu'il y ait de la tension, bien qu'il y ait des doutes. Et puis il y a Paris. Alors je voudrais bien qu'on parle un petit peu ensemble de Paris, parce que évidemment, l'expérience de tes personnages, cette expérience de la vie parisienne, fait écho aussi à ta propre vie parisienne, puisque donc tu as toi-même vécu dans la capitale assez longtemps, je crois. Je me suis posé la question en voyant Paris à travers les yeux de tes personnages. On voit des villes différentes, finalement. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de Paris ? Paris, c'est la ville capitale, c'est la ville où tout est possible en fait, où tout paraît possible. Et justement, c'est peut-être ça qui est intéressant du point de vue romanesque, parce qu'effectivement, toutes les trajectoires peuvent s'y dérouler, quoi. Donc moi, ce que j'ai retenu de Paris, c'est plein d'opportunités. C'est une ville qui est très riche du point de vue culturel, du point de vue des rencontres, justement. Bon, c'est vrai que moi, c'est la rencontre qui est aussi un des thèmes que j'ai essayé de travailler à travers ce livre.
Mais c'est aussi voilà, une ville de tous les dangers aussi d'une certaine façon, parce que oui, tu nous disais dans notre première émission que c'était d'ailleurs une anxiété parisienne qui avait été à la source, cette porte ouverte, une porte restée ouverte le soir à Paris, c'est pas pareil qu'à Ajaccio. Voilà, ça c'est clair que on se dit toujours. On se dit toujours, pas toujours, heureusement. Moi, j'ai pas forcément, moi, personnellement, une dimension paranoïaque ou anxiogène, ou angoissée. Hein, d'ailleurs, je suis pas quelqu'un d'angoissé particulièrement, mais c'est plus une... Et pourtant, si je te dis que je ne fermais jamais ma porte quand je vivais à Paris, tu me crois ? Non, mais fermée à clé, ça je te crois, moi non plus. Mais justement, c'est bien ça le truc, c'est qu'on ne la fermait pas à clé, c'est qu'on la poussait. Je veux dire, si on l'avait fermée à clé, elle ne se serait jamais rouverte. C'est qu'on la claquait, en fait, et c'est qu'elle se rouvrait. Juste comme ça, parce qu'elle était donc soit béante, soit fermée à clé et rien entre les deux, ça c'est dur. Voilà. Ça, c'est pas le choix, effectivement. Non, mais donc Paris, pour revenir, c'est une ville merveilleuse. Hein. Bon, après, elle devient de plus en plus difficile quand on travaille, qu'on a une famille, qu'on a des enfants. C'est vrai que quand on est étudiant, notamment, ce qui est le cas de ces jeunes-là qui n'ont pas de famille pour 3 d'entre eux, hein, puisque Aziz, lui, est dans sa famille d'origine et il est en banlieue. Mais c'est une ville qui est... C'est plein d'opportunités, de rencontres. Alors justement, tout se passe de cette manière, c'est-à-dire que la question de l'altérité, ça peut être ça on le sent très bien dans ton livre, on sent que ça peut être une richesse, ça peut être ce moment où les destins se croisent, où des gens se rencontrent qui ne se seraient peut-être pas rencontrés, ça peut donner des histoires d'amour, ça peut donner des choses très constructives et très passionnantes, et puis ça peut aussi donner des drames. Il y a une question qui me semble fondamentale dans ton roman, tu vas me dire si je me trompe, c'est la question de la confiance. Est-ce qu'on a confiance dans les autres ? Jusqu'où faut-il avoir confiance ou au contraire se méfier des autres et quelles sont les conséquences ? Est-ce que c'est de ça que tu as voulu nous parler ? La confiance, alors elle est dans l'autre. Enfin là, dans les couples, il n'y a pas de problème de confiance dans le sens où c'est pas un vaudeville avec des problèmes de comment dire de. Quand je parle de confiance, je pensais pas spécifiquement à des questions d'adultère. Tu me dis qu'il n'y a pas de problème de confiance voilà, dans les couples. C'était pour évacuer je suis pas tout à fait d'accord parce que à partir du moment où il y a drame, j'en vais pas trop en dire, mais on voit bien que le couple n'arrive pas en tant que couple à faire face. Hein, oui, tout à fait. En voulant se protéger, on se ment. C'est pas si simple, même au sein du couple. Oui, non, c'est clair. Moi, le couple, c'est une entité qui est très complexe, hein, de toute façon, à faire fonctionner au quotidien. Mais c'était pour évacuer justement cet aspect confiance en l'autre. C'est plus confiance en l'avenir, c'est plus le fait que quand on rencontre quelqu'un, effectivement, on ne sait jamais à qui on a affaire, parce que déjà, on a du mal à se connaître soi-même. Et c'est un petit peu tout le débat qu'il y a notamment autour de Lise, qui se demande pourquoi elle est restée, pourquoi est-ce qu'elle est vraiment à sa place, qu'est-ce que c'est ce choix ou ce non-choix qu'elle a fait en suivant on a vite fait de se reprocher. Voilà. Oui, non, mais tout à fait. Et après, effectivement, on peut mettre sur l'autre une part de responsabilité qui reste la nôtre parce qu'on reste acteur de nos vies. Mais effectivement, elle fait le choix. Lise a fait le choix donc de suivre l'homme qu'elle aime donc et qui est attiré à Paris pour des raisons donc d'ambition professionnelle. Et ensuite, évidemment, elle est malheureuse dans cette vie parisienne. Et alors, est-ce que c'est de sa faute à lui ? Est-ce que c'est de sa faute à elle ? Il ne lui a rien imposé, mais elle l'a suivi quand même. Donc c'est vrai qu'il y a ces questions entre eux. C'est un petit peu la même chose dans la famille marocaine. Est-ce que je laisse mon fils libre de fréquenter qui il veut ? Si je ne le laisse pas libre, est-ce qu'il va se dresser contre moi ? Mais en même temps, s'il fréquente qui il veut, est-ce qu'il va rester un garçon bien, selon mes critères ? Donc on est toujours, que ce soit en famille, en couple, tout à fait. dans ces questions-là. C'est parce que ça vient du fait qu'à un moment donné, l'autre reste l'autre. C'est que de toute façon, et l'autre reste un mystère, fondamentalement. Parce que déjà, comme je le disais, on a du mal à se connaître vraiment soi-même. Il faut peut-être toute une vie pour se découvrir soi-même. Alors l'autre... comment le découvrir et comment être sûr. Il y a très peu de dialogues sincères dans ton livre. Il y a très peu de dialogues où les gens se disent tout, finalement. Ouais, ils sont très sincères dans leurs sentiments, il y a beaucoup d'intégrité, mais c'est par écrit interposé, souvent, qu'ils vont se dire la vérité. J'ai remarqué ça. C'est vrai qu'il y a tout l'aspect de l'écriture, puisque l'écriture, elle est a posteriori, puisqu'il y a le carnet de on va parler de ce carnet. On va pas pouvoir en parler aujourd'hui, parce qu'on a malheureusement plus le temps, mais on se retrouve demain, Jean-Pierre, je te dis à demain, et on va parler de l'écrit, car l'écriture est importante dans ton livre. À demain. Merci, à demain. In Prima sur Alta Frequenz, tous les jours à 8h30. In Prima sur Alta Frequenz, tous les jours à 8h30. On l'a connu, hein.
Bonjour et bienvenue dans InPrime. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Anouk. Alors aujourd'hui et toute la semaine, je reçois Jean-Pierre Lovigne pour parler de son roman Porte ouverte, paru aux éditions Encre Latine, donc l'été dernier, je crois. Nous avons donc parlé depuis lundi dans donc 3 émissions que vous pouvez retrouver sur notre site internet, bien sûr, en podcast. Nous avons parlé de ton roman, de tes personnages, issus de communautés différentes et qui se retrouvent à Paris, plongés dans une vie parisienne qui en satisfait certains, mais pas d'autres. Et puis ces trajectoires vont se heurter d'une manière très, très violente. Il y a un personnage dont nous n'avons pas parlé, un personnage important, qui est le narrateur qui est un avocat. Un avocat, alors sachant que toi-même, je crois, tu as quelque chose à voir avec ce personnage, est-ce que tu peux... Alors, quelque chose à voir avec ce personnage, oui et non, c'est la profession, effectivement. Quand j'ai dit tout à l'heure que... la première émission que le seul élément vraiment autobiographique c'était la porte, c'est pas vraiment le cas. C'est vrai qu'il y a effectivement aussi le fait que j'étais avocat pendant 2 ans et demi à Paris. Et voilà, c'est 2 ans et demi où tu as exercé, mais c'est aussi une formation avocat. Oui, un certain nombre d'années, donc tu 5 ans. Voilà, quand même. Il faut faire 5 ans de droit et une année de formation à l'école du barreau. Voilà, donc il y a quand même un rapport entre cet avocat et toi. Un narrateur donc qui prend en charge le récit au départ, et puis dans ce récit, on va entendre différentes voix, différents points de vue. Et ce qui est intéressant, c'est que l'avocat en question, le narrateur en question, va s'appuyer notamment sur des carnets. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce carnet ? Alors après, le carnet, c'est le carnet de Lésia. Donc de Lésia, de l'un des personnages principaux du roman, qui, à travers l'écriture, va essayer de comprendre a posteriori ce qui s'est passé et justement comment elle en est arrivée là où elle se retrouve au début du livre, puisque c'est dans une petite bergerie. Voilà, donc elle s'est retirée. Nous la voyons en effet au départ. Nous voyons cet échange entre elle donc et l'avocat. Lui, donc, par rapport à la procédure, a besoin du témoignage de... Alors, en fait, c'est vraiment après. C'est vraiment après. En fait, la première scène vient vraiment très, très a posteriori. Au moment où tout le monde essaie de comprendre. Et voilà, l'avocat fait un retour sur ce dossier qui l'a perturbé à plusieurs égards et sur lequel il a une espèce de responsabilité, ou en tout cas une culpabilité. Il y a aussi beaucoup cette notion-là de culpabilité. Voilà, ce qui motive le narrateur, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé aussi, comment, ce qu'il a pu louper ou pas, et donc il a cette culpabilité parce que le dossier ne s'est pas bien passé, même si je ne veux pas trahir non plus la on va fin pas du trop livre. en dire. Et donc il retrouve Lésia à ce moment-là, qui accepte de le revoir, alors que effectivement elle-même avait complètement couper les ponts avec un petit peu cette affaire. Je trouve ça très intéressant à plus d'un titre, le choix de ce personnage, de ce narrateur. D'abord, c'est intéressant parce que c'est une voix, me semble-t-il, assez rare dans le polar français, la voix de l'avocat. On n'a pas tellement dans la tradition du polar français, on donne beaucoup la parole à des policiers, mais pas tellement à des avocats. C'est pas trop se demander ce que ça veut dire sur notre société d'ailleurs. Mais c'est vrai que ce n'est pas une voix qu'on entend fréquemment. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que... Alors, un avocat n'a pas de devoir de neutralité. Un avocat est là pour défendre quelqu'un. Donc, lui n'est pas... Non seulement il n'est pas neutre en tant qu'avocat, mais il est corse aussi. Il a des liens avec l'autre personnage principal, le mari de Lésia. Ils ont eu donc des liens personnels. Pourquoi l'avocat ? Quand t'es venu, à quel moment, pendant que tu concevais ton intrigue, t'es venu l'idée de faire parler un avocat ? Un peu naturellement, parce que comme tu l'as dit, j'étais avocat, donc c'est aussi plus facile du point de vue de l'écriture de parler de ce que l'on connaît un petit peu et de la position qu'on peut avoir par rapport à un dossier. Donc, oui, mais là, on n'est pas, tu l'as dit toi-même, on n'est pas dans le courant de la procédure, on est longtemps après, et on est face à un avocat qui se sent coupable. C'est très intéressant, ça. C'est un peu dans Justice for All aussi, il y a cette question à un moment donné où quand on défend quelqu'un, après, quelque part, on est aussi... on le défend, donc on est aussi dans l'empathie, complètement dans l'empathie. Alors normalement on ne devrait pas être dans l'empathie. Oui, on est dans l'empathie au départ. C'est-à-dire qu'effectivement on devrait mettre une distance. Normalement il faudrait quand même une distance vis-à-vis de
de son client, hein, et on n'est pas. Mais les actes qu'on pose dans la défense et dans le résultat et dans le conseil qu'on donne, c'est-à-dire qu'aucun geste n'est neutre. C'est aussi ça qui ressort, c'est qu'à partir du moment où je donne un conseil, à partir du moment où je m'implique, à partir du moment où j'oriente quelqu'un, quelque part je deviens responsable de sa trajectoire d'une certaine façon. Et dans le livre, il y a notamment donc ça donne au point de vue littéraire, c'est très intéressant parce que ça donne justement un narrateur qui n'est pas directement un personnage de l'intrigue dans sa dimension noire, mais qui est quand même dans l'empathie et dans une responsabilité par rapport à ce qui s'est passé. Mais ce que je me demandais, c'est finalement si le narrateur est un avocat qui défend, tu défends tes personnages, enfin le narrateur et je pense l'auteur derrière défendent les personnages. Mais est-ce que ça veut dire que les lecteurs sont une sorte de jury à tes yeux ? Bonne question. Tu sais quoi ? Jury populaire, oui. En plus, Vox Populi, Vox Dei, il faut se méfier du jugement. Mais oui, un lecteur est forcément un juge aussi, puisqu'il va juger ne serait-ce que le livre. Il va juger les personnages, il va juger du livre, de l'intérêt du livre, de la réussite du livre. Et c'est marrant parce que dans mon autre roman, j'ai cette notion-là d'ailleurs. Tu vas nous parler de ton autre roman un petit peu si tu veux bien. Je te dis à demain, Jean-Pierre, pour notre dernière émission de la semaine. À demain. In Prima sur Alta Frequenz, tous les jours à 8h30. In Prima sur Alta Frequenz, tous les jours à 8h30. Bonjour et bienvenue dans In Prime. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Anouk. Alors toute la semaine dans In Prime, j'ai eu le plaisir de recevoir Jean-Pierre Lovig pour parler de son roman Porte ouverte, paru l'an dernier aux éditions Encre Latine. Donc c'est notre dernière émission de la semaine. Jean-Pierre, ça passe très très vite. Hier, j'essayais de t'embêter un petit peu, peut-être, je ne sais pas, en te demandant, finalement, tu es toi-même avocat de formation, ton narrateur est avocat. J'ai souvent eu l'impression, en lisant ton livre, que tu voulais vraiment défendre tes personnages. J'ai eu l'impression... Tu me sembles être, ce qui n'est pas toujours le cas dans le roman noir, quelqu'un qui aime énormément ses personnages. Ah oui, on s'y attache à ces personnages, ça c'est sûr. Alors s'attacher est une chose, on peut s'attacher même à des personnages tout à fait mauvais, mais dans ton roman, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des personnages tout à fait mauvais. Je me suis même posé la question, est-ce qu'il y a du mal ? C'est très paradoxal parce que c'est un roman noir, l'histoire est très sombre, ça finit pas bien, c'est pas, on peut le dire ça. Et pourtant je vois pas tellement de traces de quelque chose qu'on pourrait appeler le mal là-dedans. Ah non, le mal comme mal absolu avec non, il n'y a pas de salaud avec un grand S ou il n'y a pas de mal avec un grand M justement, c'est plutôt ça pourrait même être presque une certaine banalité du mal, c'est-à-dire qu'à un moment donné on est embringué, on fait des choix, on réagit et après on regrette et on est justement dans cette interrogation, c'est-à-dire j'ai pas voulu faire des personnages pas du tout, ils sont tous défendables et ils sont tous défendus d'une certaine manière, il y a pas... Parce que je pense qu'on est tous défendables, enfin voilà, oui. le présupposé qu'il y a d'ailleurs quand on choisit de faire la profession d'avocat, et moi comme je l'avais embrassé, cette profession d'avocat, c'était vraiment avec cette idée-là que tout le monde est défendable, il n'y a pas de... Et oui, mais alors justement, il y a un paradoxe que je trouve très intéressant, c'est que c'est l'impression qu'on a. On a l'impression que, d'une certaine manière, il y a un humanisme qui est une forme d'optimisme par rapport à la nature humaine, qui est très sensible dans ton roman. Ils auraient tous, ça aurait pu bien se passer, tout aurait pu bien se passer. Et pourtant, ça s'est très mal passé. Et pourtant, il y a eu ce phénomène qui a fait de cette histoire une tragédie. Alors là, la question que j'ai envie de te poser pour cette dernière émission, c'est finalement pourquoi le roman noir, pourquoi le polar, puisque tu crois en l'homme, pourquoi n'écris-tu pas des histoires qui se passent bien? Qu'est-ce qui te donne envie de cette noirceur? Je sais, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, moi, je suis pas quelqu'un de noir dans la vie, je suis plutôt quelqu'un d'extraverti, de plutôt jovial, on va dire. Je suis pas du tout dans un pessimisme à l'égard de l'homme. Bon, après... Il y a une expression en corse qui dit l'homme uvace et dius face, enfin, quelque part qui exprime aussi cette espèce d'impuissance qu'on a par rapport au destin, c'est-à-dire qu'on essaye de faire de notre mieux, mais le résultat global finalement, est-ce qu'il est si satisfaisant que ça? C'est pas certain. Quand on voit les choses aujourd'hui comme elles évoluent, y compris on en parlait dans la première émission aussi, le monde comme il va aujourd'hui, il va
sans être pessimiste, on peut quand même dire qu'il va justement plutôt mal. Donc on peut dire que c'est ça que tu vas essayer de comprendre. Tu cherches à comprendre pourquoi, mais en même temps ça tient à rien, ça tient à une porte ouverte, fermée. Tout à fait. Ça tient mais ça tient à une porte ouverte, fermée. Justement, des fois c'est le détail, mais c'est le contexte, c'est tout, et c'est là où on rejoint la tragédie qu'on a évoquée dans les émissions précédentes, c'est que à un moment donné, on n'est pas seul non plus. C'est-à-dire que même les choix qu'on fait seuls, ils ne suffisent pas. On est embringué dans un tas de choix en fait, dont on ignore tout. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a une position comme Dieu avec une vision globale, surplombante, et qu'on connaissait l'ensemble des tenants et des aboutissants de l'ensemble des choix, peut-être que le hasard n'existe pas. Et que donc on a une espèce de déterminisme. C'est d'ailleurs l'idée dans le roman. Le narrateur cherche à prendre du recul, cherche à voir maintenant avec la distance un peu et comprendre ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi le roman noir? C'est peut-être parce que justement, finalement, ce qui est intéressant, c'est aussi le fait que c'est toujours les trains qui n'arrivent pas à l'heure aussi, qui sont intéressants, et que le roman noir permet d'explorer justement cette face cachée de la société, de l'homme, d'aller interroger nos ressorts un peu plus... Et est-ce que c'est ce que tu as voulu, est-ce que c'est ce que tu continues à faire? Tu nous parlais hier d'un deuxième roman. Ce deuxième roman, où en est-il? Il est terminé? Il est fini, en tout cas dans une phase de projet. Enfin, il est achevé, quoi. Maintenant, il y a tout le travail de relecture. Alors, est-ce que c'est aussi un roman noir? Non, c'est pas un roman noir dans le sens où c'est pas du tout un polar, c'est pas du tout. C'est vraiment sur la rencontre. Par contre, encore, je continue à creuser cette histoire de rencontre. La rencontre. Voilà, ce que la rencontre peut amener, ce que la entre rencontre différents personnages. Entre différents non, là, il y a moi le sentiment de communauté. C'est plus vraiment la relation interpersonnelle et plutôt des choix de vie qui peuvent être des choix de vie, on va dire, philosophique presque, où on essaye de s'engager justement, de suivre un certain nombre de principes, et là aussi c'est jamais facile de vivre selon des principes la vie. Donc une complexité, mais qui n'est pas forcément dans la noirceur. Enfin, je te demande pas de nous dire comment finit ton roman qui n'est pas encore publié, mais est-ce que... Si, il y a quand même une forme de noirceur malgré tout. Ouais. Il y a quand même une forme de noirceur malgré tout, d'accord. et donc tu penses que c'est ce que tu veux explorer, mais enfin, est-ce que ce serait concevable pour toi de sortir complètement du noir, ou est-ce que le noir a vraiment, je parle vraiment de littérature, là, est-ce que c'est vraiment peut-être ce qui t'a amené toi-même à écrire? Est-ce que les ressorts de ta propre écriture sont noirs, ou en tout cas dans la volonté peut-être de lutter d'ailleurs contre une noirceur? Pourquoi pas, je ne sais pas. Ouais, c'est vrai que je me rends compte que quand j'écris spontanément, ou quand je laisse filer la plume sur des nouvelles ou sur des choses comme ça va assez vite vers du noir. Bon, alors est-ce que c'est aussi parce que c'est un ressort dramatique qui est entre guillemets facile, ou qui permet de donner une tension au texte, quoi, quelque part. Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait imaginer un même ressort qui irait vers le bien. Et c'est peut-être là, je suis en train de travailler à un troisième texte que j'essaye de faire avancer, pour le coup, qui n'est pas du tout abouti, mais que j'essaye de justement tendre vers quelque chose de moins dramatique. Voilà. C'était pas pour te décourager d'écrire du noir. Non. On est content que tu en aies écrit. Jean-Pierre, je te remercie. Ça a été un plaisir de t'accueillir toute cette semaine. Je rappelle donc que ton premier roman s'intitule Porte ouverte, qu'il est paru aux éditions Encre Latine. Et puis, bien, je donnerai des nouvelles du deuxième quand j'en aurai. Oui. Merci à toi, Anouk. Au revoir. Au revoir. In Prima sur Alta Frequenz, tous les jours à 8h30.